reprend la suite du contrôle. Comment Joseph et Maurice gagnent-ils de l'argent à Nice? Donc d'abord, ils se rendent à Menton avec leur frère. Là, comme l'école, ils reprennent l'école, mais ça ne dure pas longtemps. Et Joseph travaille dans une ferme, donc ça c'était à Menton. Mais quand ils rejoignent Nice et qu'ils retrouvent leurs parents, la façon qu'ils ont de gagner un peu d'argent pour participer justement à l'effort familial, que tout le monde essaye de gagner un peu d'argent pour nourrir toute la famille. Ils ont l'idée en fait, comme c'est les soldats italiens qui occupent Nice à ce moment-là, de faire du troc, c'est-à-dire le troc c'est un commerce par l'échange qui ne fonctionne pas vraiment par de l'argent, mais qui au final leur rapporte de l'argent parce qu'il se trouve que les soldats italiens reçoivent en trop grande quantité par exemple de l'huile ou etc., mais qui va leur manquer d'autres choses. Et donc du coup, les produits qui sont en excédent, en trop chez les soldats italiens, ils les récupèrent, ils les échangent ou les revendent contre autre chose, puisque cette huile, par exemple, elle peut intéresser quelqu'un qui, lui, manque de l'huile, mais qui a beaucoup de tomates, etc. Ces tomates, ils les ramènent, etc. Et du coup, les revendent et au final, gagnent un peu d'argent au passage. Et donc c'est comme ça qu'ils ont la belle vie à Nice, mais ça ne dure pas puisque les soldats italiens s'en vont et c'est les nazis qui prennent possession des lieux. Et donc c'est là que les enfants se cachent à Golfe-Juan, qui est pas très loin de Nice, dans leur colonie de vacances. Mais ils se font arrêter. Donc comme je le racontais là, avec la souricière à cause de Ferdinand qu'ils ont suivi dans un piège. Et quand ils arrivent, et là aussi on voit à quel point en fait c'est une succession de petites chances, de petits hasards heureux qui a fait que Joseph Joffo a survécu à cette période très difficile. Euh, Quand ils arrivent en fait à l'hôtel Excelsior, qui est donc la base de la Gestapo à Nice, et en fait le train en partance pour les camps est déjà plein. Et donc, il n'y a plus de place pour eux, et donc c'est pour ça qu'ils vont passer à l'interrogatoire. Et Ange, qui est le garçon dont ils récupèrent l'histoire, n'aura pas cette chance, parce qu'en fait, quand lui se fait arrêter, le train est vide, et donc du coup, en fait, il ne passe pas par la case interrogatoire, il monte directement dans le train, et il est déporté. Bon, on voit bien que Joseph Joffo, voilà, n'a pas d'écho, ne sait pas ce qui est arrivé à ce garçon, et il est sans doute mort dans les camps. Donc première chance qu'ils ont, voilà, quand ils arrivent, le train est déjà plein, et donc du coup, ils passent par la case interrogatoire. Deuxième chance qu'ils ont, ils se font examiner par un médecin. Alors comment on peut reconnaître un garçon ou un homme juif? C'est qu'il est, comme les musulmans, circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire circoncire? C'est une petite opération que l'on fait qui consiste à ôter le prépuce. Donc qu'est-ce que c'est que le prépuce? C'est la petite peau qui recouvre le gland au bout du pénis. Donc on ne coupe pas tout, parce que parfois il y a des élèves qui ne savent pas du tout ce que c'est que la circoncision, et du coup s'imaginent des trucs horribles où on couperait le bout du zizi des petits garçons. Non, c'est pas ça, hein. On retire juste cette toute petite peau très fine, voilà. Et d'ailleurs c'est une opération qui a une connotation religieuse, mais qui peut être faite pour justement des problèmes de santé, et qui sont faits à des enfants qui ne sont pas du tout pour des raisons religieuses. Et c'est justement ce que disent les deux garçons. Ils disent que s'ils se sont fait opérer, c'est parce que justement ils avaient, alors à une époque on faisait beaucoup ça, parce que quand on voyait que les enfants n'arrivent pas à décaloter, c'est-à-dire à justement retirer le prépuce, à le rétracter eux-mêmes, on pense qu'il y a une adhérence, et donc du coup on pense retirer le prépuce. Et aux États-Unis par exemple, la plupart des hommes sont circoncis, pas pour des raisons religieuses, mais parce que pendant très longtemps on a considéré que c'était plus hygiénique, et que en fait cette peau était source d'infections, de maladies, que les germes pouvaient s'y déposer. Donc ce n'est pas du tout le cas, pour ceux qui ont encore leur prépuce. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc c'était le petit moment éducation sexuelle de Madame Jossé. On peut reprendre donc la suite de la correction du contrôle. Vous y attendez pas ça, hein, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Et donc voilà, donc ils racontent qu'ils se sont fait opérer, et puis c'est vrai qu'ils s'étaient mis d'accord à l'avance en se disant que s'ils se faisaient arrêter, ils reprendraient l'histoire d'Ange, ce garçon qu'ils ont rencontré
donc à la colonie de vacances. Et en fait, lui, ce qui se passe, c'est qu'il est originaire d'Algérie, qu'il est donc du coup vous savez, un Français d'Algérie, puisque l'Algérie est colonisée, et qu'il est venu passer les vacances justement euh, dans cette colonie de vacances, et qu'il y a eu la guerre, et que du coup il s'est retrouvé coincé là, qu'il n'a pas pu rentrer chez lui, mais que voilà. Et donc ils utilisent cette histoire-là, et, euh, et comme apparemment leur mensonge fonctionne plutôt bien, et ben voilà, ils restent là, et du coup, ils sont interrogés plusieurs fois, mais voilà, ils ne sont pas envoyés dans les camps, et donc ils restent pas mal de temps finalement dans l'hôtel Excelsior de Nice. Euh, Joseph tombe très 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 malade. Alors c'est pas une blessure, certains ont dit qu'il a été blessé, mais en fait non. Il se trouve qu'il tombe dans les escaliers, mais c'est parce qu'il fait un malaise. Et il a une maladie très grave, c'est une méningite, hein, qui est une infection des méninges, et qui est vraiment, voilà, beaucoup d'enfants mouraient de ça à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, ça reste une maladie très grave. Et donc il est soigné, hein, par une jeune femme, hein. Il se souvient justement que cette femme restait vraiment tout le temps à son chevet, était tout le temps là pour lui, pour veiller sur lui. Et en fait, on apprend un peu plus loin que cette femme, là aussi, quand je vous parlais de ces actes de générosité, de personnes qui ont été là au bon moment et qui l'ont aidé alors que ça leur apportait rien, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, cette femme, il a compris que plus tard qu'en fait, elle était juive, c'était une infirmière, et que la Gestapo l'avait gardée uniquement le temps qu'elle s'occupe de Joseph, mais qu'à partir du moment où Joseph a été guéri, elle a été envoyée comme les autres dans un camp de concentration, et qu'elle est sans doute morte là-bas. Et donc, il y a une nouvelle équipe qui arrive à l'hôtel Excelsior, et puis qui voit ces deux gamins qui sont là et qui disent: mais c'est quoi ces gamins là? Enfin, il faut qu'on se décide, hein, faut en faire quelque chose, on ne peut pas les laisser traîner là. Et donc là, les choses s'accélèrent, ils leur tendent un piège dans lequel justement en leur laissant la possibilité de s'évader, et en fait il y a un soldat qui est caché prêt à leur tirer dessus si jamais ils prennent la fuite, mais voilà, ils ont repéré qu'il y avait un soldat, et donc ils ne prennent pas la fuite. Ouais, ça aurait été un bon moyen pour la Gestapo de se débarrasser d'eux à peu de frais. Et donc finalement ils mettent un ultimatum à Joseph et Maurice, qui doivent prouver qu'ils sont bien catholiques, chrétiens. Et donc Maurice a justement un délai de, je ne sais plus, c'est 24 heures ou 48 heures pour prouver ça. Et donc en fait il se rend à l'église de la Bouffa à Nice, et le prêtre là-bas leur fait des faux certificats. Et ça aussi, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'il y a énormément de prêtres, hein, là encore une fois, hein, comme dans le train, qui ont aidé les juifs, qui ont participé à la résistance. Et donc voilà, c'est le rôle de l'Église. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais sur certains points, le pape a quand même sympathisé avec les nazis et Hitler. Mais après, au niveau individuel, en fait, on en revient toujours à ça, c'est qu'il y a plein de gens, voilà, qui ont agi, qui ont fait des petits actes. Parfois, ce n'est pas des grands actes d'héroïsme, mais qui, quand ils le pouvaient, ont aidé la résistance, ont aidé des juifs. Et donc, ce prêtre va vraiment en plus se mettre, va faire des faux documents de baptême, et il va même, quand il voit que les enfants ne sont pas libérés, se rendre directement à l'hôtel Excelsior, rencontrer la Gestapo, menacer de faire appel à l'évêque, qui est donc le supérieur hiérarchique là dans l'église, qui est quand même quelqu'un d'important. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à convaincre le dirigeant de la Gestapo de libérer les deux enfants. Et donc, quand ils sont libérés, ils n'ont plus vraiment d'endroit où aller, leurs parents ne sont plus à Nice, et ils se rendent donc chez leur sœur, Rosette, mais elle ne peut pas les accueillir parce qu'il y a un délateur dans le village, et donc voilà, quelqu'un qui dénonce, hein, tous les juifs, et donc ça serait vraiment trop suspect, ça attirait l'attention là que Rosette récupère ses deux frères chez elle, et donc ça les mettrait plus en danger qu'autre chose. Et donc c'est comme ça que finalement Joseph se fait embaucher par Ambroise Mancelier, qui a besoin d'un coursier, et qui le loge donc chez lui. Et c'est assez étonnant et paradoxal, puisqu'en fait cet Ambroise Mancelier ne sait pas que Joseph est juif, puisque lui-même il est donc pétainiste, c'est-à-dire qu'il soutient Pétain et qu'il est pour justement la collaboration de la France avec l'Allemagne. Et il méprise les juifs, hein, souvent à plusieurs égards. Il tient des discours très très durs sur les juifs, et très virulents devant Joseph, qui doit faire mine de rien, puisqu'il ne doit pas révéler que lui-même est juif. Donc là, il y avait deux réponses à donner.
Et ça donne lieu du coup à un épisode assez comique. Donc à un moment, Joseph se retrouve dans une situation où il file un petit coup de main à la résistance en récupérant des tracts pour justement qu'un résistant échappe à une arrestation. Enfin, je ne sais plus exactement. Enfin, bon, il récupère, etc. Une besace qu'il fait passer. Et donc au moment de la libération, justement, ces résistants reconnaissent Joseph et surtout voilà, voient Ambroise Mancelier. Et comme ça a été beaucoup le cas au moment de la libération, il y a eu vraiment beaucoup de vengeance, de haine, parfois de la violence injustifiée vis-à-vis de gens qui étaient considérés comme des collaborateurs. Alors certains l'étaient, d'autres ne l'étaient pas tant que ça, d'autres ont fait juste ce qu'ils devaient faire pour survivre, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il faut éviter d'avoir sur cette période une vision trop tranchée des choses. Je sais que voilà, vous avez vu Monique Ayora qui vous a parlé effectivement hein, du parcours, mais c'est vrai qu'en fait la situation, elle peut être très difficile quand on a une famille, quand on a des enfants qu'on doit nourrir, quand voilà, on a peur, hein, on a peur pour soi, mais on a aussi peur pour ses proches. Ça peut rendre les choses très difficiles et ça peut amener à faire des choix que l'on peut regretter ensuite. Peu importe, là en tout cas, c'était pas le choix, la situation d'Ambroise Mansoulier hein, qui était clairement pétainiste et voilà, et qui était un collaborateur affiché et pour des raisons idéologiques. Et quand donc à la Libération, il s'apprête à se faire lyncher en fait, hein, à se faire rouer de coups et tuer par les résistants. C'est Joseph au final qui lui sauve la vie en intervenant, en disant que non, il ne mérite pas de mourir comme ça parce qu'il il lui a sauvé la vie puisque il a caché Joseph qui était juif. Alors évidemment les résistants disent ah bon vraiment il savait que tu étais juif et là bon, Joseph ment pour sauver Ambroise Mancelier en disant oui oui il savait que j'étais juif alors que ce n'était pas du tout le cas et donc il a cette petite revanche ironique d'une certaine façon puisqu'il lui sauve la vie et donc Ambroise Mancelier, qui déteste les juifs, doit sa vie en fait à un juif. Alors la couverture du livre en fait est une capture du film de Jacques Doyon, puisqu'il y a eu plusieurs films, il y a eu 2 films hein, sur un sac de billes, et non un qui est beaucoup plus récent, la suite de Jacques Doyon est plus ancien. Et donc on voit l'acteur qui joue Joseph Joffo dans sa tenue d'écolier avec l'étoile juive, et donc ça représente bien le moment où il se rend à l'école avec l'étoile juive. Avant, justement, on voit qu'il a la mine un peu déçue, donc on peut imaginer que peut-être il est déjà dans la cour de récréation avec les autres élèves qui s'en prennent à lui. Et donc évidemment, avant qu'il arrache son étoile pour l'échanger contre un sac de billes avec Zerati. Et donc là, on est typiquement dans ce qu'on appelle un roman d'apprentissage qui raconte l'évolution d'un personnage. Alors attention, apprentissage, c'est pas au sens, parce qu'il y a plusieurs élèves qui se sont trompés, de qu'est-ce que ça apprend au lecteur. Donc là, la question, c'était pas vous, qu'est-ce que ce livre vous a appris, mais plutôt en quoi ce livre montre l'apprentissage du personnage principal. Comment on voit que au début du livre, c'est quelqu'un de maladroit, d'immature, et qu'à la fin du livre, il se comporte de façon héroïque, mature, etc. Donc moi, ce que j'attendais de vous, c'était de dire ça. En fait, au début, c'est un enfant qui pleure. La toute première scène, c'est il pleure parce qu'il vient de perdre toutes ses billes. Voilà, contre son frère. Et finalement, son frère lui redonne une bille, et donc du coup, c'est bon, il va se refaire, etc. Ça commence sur ça, sur ces histoires de sacs de billes, où en fait, tout ce qui compte pour lui, c'est des billes, qui est un truc assez trivial et enfantin. Et 2 ans plus tard, quand il revient à Paris, eh ben, il a échappé plusieurs fois à la Gestapo, à des interrogatoires, il a menti, il a sauvé des gens, il a été capable de gagner sa vie par lui-même, d'être autonome, etc. Et donc du coup, en fait, le titre Un sac de billes, il faut le comprendre vraiment comme un jeu de contraste entre, voilà, c'est ça qu'aurait dû être sa vie en fait. Sa vie, ça aurait dû être de pleurer parce qu'il perdait ses billes comme tous les enfants. Et cette vision enfantine de la vie, elle a été complètement explosée par la guerre, par l'occupation, qui l'ont amené à grandir, à devenir un adulte prématurément et qui lui ont en fait volé cette enfance et qui lui ont volé en fait ce sac de billes parce que maintenant en fait, quand bien même il aurait plein de billes, ça n'aurait plus aucune importance pour lui. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la lecture de ce livre et que ça vous a appris des choses.